Assis devant. Assis devant, épisode 1, l'affaire Gouzenko. Bienvenue à ce premier épisode d'Assis devant. Aujourd'hui, on s'intéresse à un événement qui, au dire de certains historiens, aurait déclenché la guerre froide, ici même dans la capitale nationale du Canada, Ottawa. Il s'agit de l'affaire Gouzenko. Chaque épisode d'Assis devant part d'une image captée par notre équipe et aujourd'hui, le point de départ est le 511 Somerset West à Ottawa, un complexe d'appartements en briques rouges de 2 étages construit au début des années 40. C'est un bâtiment qui se situe au cœur du quartier Centertown et qui est directement devant un magnifique parc, le parc Dundonald. Et si on s'intéresse à ce bâtiment-là aujourd'hui, ce n'est certainement pas pour le fait qu'il est bordé par un beer store et un Tim Hortons, mais davantage pour un événement historique qui a lieu à cet endroit le 5 septembre 1945. Je vous rappelle également que pour découvrir les photos de l'endroit, n'hésitez pas à suivre la page Facebook ou la page Instagram d'Assis devant. Pour commencer cette histoire, retournons au fameux 5 septembre 1945, soit exactement 3 jours après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce soir-là, un fonctionnaire de l'ambassade soviétique à Ottawa fait défection avec pas moins de 109 documents prouvant l'existence de réseaux d'espionnage au sein de plusieurs pays alliés, incluant le Canada. Qui était derrière cette défection? Eh bien, c'était un certain Igor Sergeyevich Gouzenko, un simple chiffreur à l'ambassade de l'Union soviétique à Ottawa durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour comprendre les motifs de Gouzenko, retraçons son parcours. Gouzenko a étudié à l'école de l'intelligence militaire et au dire de certains de ses collègues, il avait vraiment une mémoire phénoménale. On disait de lui qu'il n'oubliait jamais rien, aucun détail, que ce soit des nombres, des chiffres ou toute information qui pouvait lui être pertinente. Après ses études, il travaille 1 an comme chiffreur à Moscou avant d'être affecté au Canada en 1942, où l'URSS vient tout juste d'ouvrir leur première relation diplomatique, et ce, à peine 1 an après l'alliance nouvelle entre les deux pays à la suite de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie. Après avoir travaillé quelques années au Canada, Gouzenko constate que les conditions de vie au pays n'ont rien à voir avec la vie dans l'Union soviétique d'après-guerre. Ici, la vie semble beaucoup plus simple, voire même beaucoup plus belle. En plus, il faut dire que les employés de l'ambassade soviétique et leurs familles habitent dans de genres de colonies. En fait, c'est de gros bâtiments constamment sous surveillance où les conditions de vie sont assez pénibles et où même les entrées et les sorties sont contrôlées. Gouzenko a cependant réussi à avoir son propre appartement et ce bien malgré lui. En fait, il était très rare qu'un employé et sa famille puissent vivre à l'extérieur de la colonie. Si Gouzenko a réussi à avoir son propre appartement, eh bien c'est parce qu'il a eu un bébé. Un bébé qui ne faisait que pleurer. En fait, il pleurait presque tout le temps. Et son voisin immédiat de l'autre côté des murs minces était son patron et sa femme, qui n'en pouvaient tout simplement plus d'entendre le bébé qui hurlait au travers des murs. Ils ont donc tout fait pour exproprier la famille Gouzenko du bâtiment. C'est donc pour cette raison qu'il a pu avoir son propre appartement au 511 Somerset West. Les autorités soviétiques étaient conscients du haut risque de défection que représentait un employé qui habitait à l'extérieur de leur influence directe. Moscou avait justement envoyé des avertissements à son sujet à l'ambassade d'Ottawa, mais qui recevait les messages pour les soumettre aux hauts gradés? Eh bien oui, c'était Igor Gouzenko lui-même en tant que chiffreur de l'ambassade. Il a donc pu retarder les avertissements à son égard. Donc le soir du 5 septembre 1945, Igor Gouzenko est parti non seulement avec 109 documents de l'ambassade soviétique, mais surtout avec les secrets du système d'espionnage soviétique. Comment s'est passé le 5 septembre 1945? En fait, le tout commence en septembre 1944, soit 1 an avant la défection. Igor Gouzenko apprend qu'il sera rapatrié à Moscou. Ses années à l'ambassade soviétique à Ottawa lui laissent un goût amer. En plus d'être lassé par son travail, il devient désabusé de son propre gouvernement lorsqu'il apprend que la Direction générale des renseignements de l'État-major des Forces armées de la Fédération de Russie, le GRU, et un autre organisme secret de renseignement,
le Commissariat du peuple aux affaires intérieures, le NKVD, utilisait l'ambassade comme un centre d'espionnage de leurs alliés. En tant que bon lanceur d'alerte, il garde évidemment ses appréhensions pour lui-même. Cependant, il craint réellement d'être rapatrié. Il se dit que si on veut le rapatrier, même s'il lui reste 2 ans à son contrat, c'est qu'il doit avoir commis une erreur grave. Et il craint même d'être interné ou tué lorsqu'il rentrera à Moscou. Gouzenko planifie donc soigneusement sa défection. Il prend le temps de copier ou de voler des documents qui, selon lui, pourraient vivement intéresser les autorités canadiennes. Il quitte à plusieurs reprises l'ambassade avec des documents cachés dans ses vêtements, mais il quittera pour la dernière fois l'ambassade le 5 septembre 1945. Maintenant qu'il a les documents à sa possession, la folle aventure de Gouzenko ne fait que commencer. Il doit maintenant trouver preneur pour ses documents et cela ne sera pas aussi facile que prévu, même que l'opération passe très près d'échouer. Dans un premier lieu, Gouzenko se dirige vers la Gendarmerie royale du Canada. Cependant, les policiers présents sur place refusent de croire son histoire. Il se dirige donc par la suite au bureau du Ottawa Journal et encore une fois, l'éditeur de nuit sur place n'est pas intéressé par son histoire et lui recommande d'aller voir le département de la justice du Canada. Mais évidemment, des fonctionnaires qui travaillent de nuit, c'est assez rare, alors personne n'était disponible pour lui prendre ses précieux documents. Après toutes ces tentatives, Gouzenko commence à avoir peur que les services secrets soviétiques aient le temps de se rendre compte de sa défection. Terrifié, il retourne donc à son appartement au 511 Somerset et se réfugie avec sa famille chez ses voisins, situés directement de l'autre côté du couloir. Pendant ce temps, des agents du NKVD, je vous le rappelle, Commissariat du peuple aux affaires intérieures, font éruption dans son appartement pour la fouiller de fond en comble. Gouzenko est en mesure de les apercevoir dans un trou de clé de l'appartement de son voisin. Les agents secrets vont seulement quitter les lieux lorsqu'ils seront confrontés par des agents de la police d'Ottawa. Ce n'est que le lendemain, le 6 septembre, que Gouzenko réussit à parler avec des membres de la GRC en se rendant au bureau du ministre de la Justice, un certain Louis Saint-Laurent. En plus de présenter ses documents, Gouzenko demande du même coup l'asile politique. Le ministre de la Justice en glisse un mot à Norman Robertson, sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures, qui informa le premier ministre de l'époque, William Lyon Mackenzie King. Malgré l'intérêt de la GRC, le premier ministre ne voulait rien savoir de Gouzenko et de ses documents. En fait, il remet carrément en question les motifs de ce dernier. De plus, il faut dire que Mackenzie King, 70 ans, sort tout juste de 6 ans de pouvoir en temps de guerre et que les relations avec l'URSS sont encore très fragiles. Mackenzie King tente donc d'y aller par la voie diplomatique. Cependant, l'affaire Gouzenko se rendra rapidement aux oreilles du chef de la British Security Coordination au Canada, ainsi que des hauts placés du MI6 à Washington. Les pressions émises par les agences de renseignement terminent de convaincre King, qui accepte de prendre en charge Gouzenko et ses documents. La GRC place officiellement Gouzenko sous sa protection. Il est amené au camp X, un camp secret de la Deuxième Guerre mondiale situé au bord du lac Ontario dans la région d'Oshawa. À cet endroit, Gouzenko fut interviewé non seulement par la GRC, mais également par le MI5 et par le FBI. Il faut dire qu'à l'époque, la CIA n'existait pas encore. L'analyse des documents de l'ambassade soviétique soulève les pires craintes pour les chefs d'État et leurs services de sécurité. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces documents? Grosse question. Les documents de Gouzenko exposent au grand jour l'existence d'un réseau d'espionnage soviétique. On y découvre que l'ambassade soviétique d'Ottawa abrite plusieurs espions qui sont en relation avec des agents partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et on y découvre également que ces personnes auraient fourni à Moscou des informations classifiées allant de codes secrets à des détails sur la recherche nucléaire. Il faut se rappeler que le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni travaillaient secrètement le projet Manhattan qui visait à produire la première bombe nucléaire. L'affaire Gouzenko engendre d'importantes préoccupations en ce qui concerne la sécurité du Canada et de ses alliés britanniques et américains. Du côté de l'ambassade soviétique à Ottawa, les hauts placés sont également anxieux puisqu'ils ne savent pas exactement quels documents Gouzenko avait en sa possession le soir de sa défection. L'ambassade va même jusqu'à demander aux autorités canadiennes de leur livrer Gouzenko puisqu'il aurait dérobé de l'argent.
Évidemment, les autorités canadiennes refusent cette demande et prétendent ne pas savoir où se trouve Gouzenko, mais pour assurer de bonnes relations, ils envoient tout de même un bulletin à tous les bureaux de la GRC au pays. Vers la fin du mois de septembre, le premier ministre du Canada, Mackenzie King, va rendre visite à son homologue américain, le président Harry Truman, et quelques semaines plus tard, à son homologue britannique Clement Attlee, premier ministre du Royaume-Uni, ainsi que plusieurs agents des services secrets britanniques, le MI5 et le MI6. La conclusion de ces rencontres, c'est que les trois dirigeants font face à une situation délicate. Évidemment, ils ne peuvent tolérer l'espionnage soviétique, mais en même temps, ils ne veulent pas mettre en danger leurs relations diplomatiques avec Moscou, surtout dans le contexte incertain de l'après-guerre en Europe. Un autre fait intéressant, c'est que le public est seulement mis au courant de toute cette affaire le 3 février 1946, lorsqu'un journaliste américain va faire un article et va porter l'affaire Gouzenko au grand jour. Cela force du même coup Mackenzie King à informer pour la première fois son cabinet qui n'avait pas encore été mis au courant. Le premier ministre nomme également 2 juges de la Cour suprême du Canada pour diriger une commission royale d'enquête au sujet de cette affaire. L'enquête aboutit finalement à l'arrestation de 39 suspects, dont 18 seront condamnés. Parmi eux figurent Fred Rose, un député, Sam Carr, un membre du Parti ouvrier progressiste, ainsi que le capitaine Gordon Loonan, un officier de l'armée canadienne. Le gouvernement fédéral du Canada expulse également les membres du personnel de l'ambassade soviétique qui ont baigné dans cette affaire. Au Royaume-Uni, les physiciens nucléaires Alan Nunn-May et Klaus Fuchs sont reconnus coupables et emprisonnés. Du côté des États-Unis, l'affaire Gouzenko est le point de départ de plusieurs enquêtes qui ultimement mèneront aux exécutions controversées en 1953 de Julius et Ethel Rosenberg pour trahison. Le gouvernement soviétique, pour sa part, admettra que certains membres du personnel de son ambassade à Ottawa ont obtenu de citoyens canadiens certaines informations ayant un caractère secret. Évidemment, tout en sous-entendant que ces informations n'avaient aucune valeur. Qu'en est-il devenu d'Igor Gouzenko? Eh bien, la demande d'asile d'Igor Gouzenko et de sa famille a été acceptée par le gouvernement canadien. Ils ont donc reçu la citoyenneté canadienne. Cependant, pour leur protection, la famille Gouzenko reçoit de nouvelles identités. Igor Gouzenko s'appellera maintenant George Brown. La famille s'installe à Port Credit, en banlieue de Toronto, où ils élèveront 8 enfants. Toute sa vie, Igor Gouzenko vivra avec la peur d'être assassiné par des agents soviétiques. Malgré la protection constante de la GRC, Gouzenko portera une sorte de cagoule sur la tête à chaque fois qu'il prendra la parole en public. Justement, voici un extrait de Gouzenko en 1968 à l'émission de Day It Is sur les ondes de CBC. On l'entend parler de la raison pour laquelle il porte un sac sur sa tête, et ce, même 20 ans après sa défection. Do you believe that if you stopped appearing on television in a mask, if your face was to be exposed now on this program, that your life would be in danger? Oh, yes, definitely. Mr. Gouzenko, are you suggesting that Soviet intelligence, in all the time that it's had since you defected, has not been able to trace you down, that they don't know exactly where you are and what you look like and where you live and what name you travel under and what your wife looks like and what your children look like and where they go to school and, in fact, every detail of your life? Well, I assume they know, and that's why I'm 100 times even more careful. I assume it. But I won't put my head and say that definitely they know or something. I assume, yes. And then I act more careful. Do you still think that the Soviet espionage apparatus would like to kill you? Well, I have no slightest doubt about that. Gouzenko restera somme toute présent sur la place publique. Il publiera 2 livres, un premier en 1948 intitulé « This was my choice », « C'était mon choix », un livre qui traite directement de sa défection. Il écrira également « The Fall of a Titan », La chute d'un titan, un roman sur la vie dans la Russie stalinienne qui remporte en 1954 le prix du gouverneur général dans la catégorie œuvre de fiction. L'histoire de Gouzenko est également portée au grand écran. En 1948, la 20th Century Fox présente The Iron Curtain, le rideau de fer, un film basé sur les articles qu'Igor Gouzenko a publiés en 1947 dans le magazine Cosmopolitan au sujet de sa défection.
Le film a été tourné sur les vrais sites des événements, ici à Ottawa et dans plusieurs autres endroits mentionnés par Gouzenko dans ses récits. Igor Gouzenko meurt d'une crise cardiaque le 25 juin 1982 à Mississauga, en Ontario. En 2002, l'affaire Gouzenko est officiellement reconnue comme étant un événement d'importance historique nationale et aujourd'hui, des plaques commémoratives ont été installées dans le parc devant le 511 Somerset West, au même lieu où les agents de la GRC surveillaient l'appartement de Gouzenko le soir de sa défection. C'est donc de cette façon que la guerre froide débutait à Ottawa le 5 septembre 1945. Pour voir les photos en lien avec cet épisode, n'hésitez pas à suivre la page Facebook et la page Instagram d'Assis Devant. Une série de photos sera publiée pour chacune des épisodes. Merci à Julien Lavoie, photographe pour l'épisode 1, l'affaire Gouzenko. Assis Devant. À la recherche, à la réalisation et à l'animation, Éric Barrette. La musique est de Jean-Philippe Levac. Nous avons plusieurs histoires fascinantes à vous raconter cette saison, alors restez à l'affût et n'hésitez pas à partager si vous avez apprécié.